Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Djibouti. Ce débat est consacré à l'accès à l'eau et à l'énergie à Djibouti. Nous sommes toujours en compagnie de Souad Souleymane qui représente le candidat Ismaïl Omar Guelleh, de Mohamed Fouad qui représente le candidat Ismaïl Omar Guelleh et d'Ali Mohamed Arras qui représente le candidat Hassan Idriss Ahmed. Juste avant la pause, vous apportiez, Madame Souleymane, quelques précisions concernant les forages, notamment en zone rurale, qui seraient donc tous en état de marche. Mais dans ce cas-là, où se trouvent exactement les difficultés que connaissent la population, que rencontre parfois la population face à ces forages? Voilà, donc les difficultés se situent à ce niveau. Regardez, par exemple, il y a des villages, quelques-uns. J'ai déjà pris l'exemple du village de Karta, où c'est des villages où nous n'avons pas encore, malheureusement, la géologie du pays, de notre pays, ne nous a pas encore permis d'avoir de l'eau. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est un village qui est alimenté par camions-citernes. Depuis Pékin 51 jusqu'à là-bas, 2-3 fois par semaine, c'est des camions-citernes qui se déplacent. Nous avons fourni comment on appelle, des bonbons, c'est-à-dire des fûts de 200 litres, plusieurs par famille, pour que ces gens puissent s'alimenter. Vous pouvez les voir, ils sont sur la route. Mais je peux confirmer qu'aujourd'hui, il n'y a pas un forage qui est en panne en République de Djibouti. Et pourquoi il n'y a pas de l'eau tous les jours? Écoutez, je vais vous dire, c'est où qu'il n'y a pas de l'eau? Dans tous les villages où j'ai passé, voilà, non, je suis désolé, il n'y a pas d'eau. Vous pouvez dire, regardez, je vais vous donner un exemple. À Aliadé, il n'y avait pas d'eau. À Aliadé, il y a de l'eau. Il y a un forage qui fonctionne. Oui, mais il y a même 2 forages qui fonctionnent. Mais la population a de l'eau. La partie, comment on appelle, il y a les immigrés les réfugiés, voilà, qui sont gérés par le HCR, qui sont alimentés aussi par les forages. Donc, à Aliadé, il n'y a pas de l'eau. Pourquoi il n'y a pas tous les jours? On va arrêter avec les questions. Non, j'ai une dernière. Voilà, j'ai une dernière chose. Quand même évoluer dans ce débat, voilà. Notamment M. Fouad. Moi, je voudrais revenir. Juste une seule précision, s'il vous plaît. C'est-à-dire que je voulais juste préciser que sur les 110 stations, quand il m'a dit qu'on n'a pas de carburant, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? Nous sommes en train de passer à l'énergie photovoltaïque solaire. C'est-à-dire qu'il ne nous reste que 30 stations à mettre en solaire. Tout le reste est en solaire. C'est pour vous dire que la dépendance même par rapport au carburant est en train de terminer. Bon, Monsieur Fouad, il y a aussi un lien, un partenariat avec l'Éthiopie pour répondre à la demande croissante à Djibouti. Qu'en est-il? Comment évolue-t-il? Est-ce que la dynamique va être poursuivie dans ce sens-là? Est-ce qu'on veut... Juste 30 secondes par rapport à la gratuité de l'eau. Oui. Je ne connais aucun village à Djibouti où les gens payent de l'eau. C'est pas vrai. Donc l'eau est gratuite. Il y a même des villes, on va dire, des petites villes comme Namerjog et Douda où l'eau est gratuite. Ils peuvent se rendre compte, il n'y a aucune caisse, aucune facture qui est mise. Donc l'eau est bien gratuite pour beaucoup de gens à Djibouti. Donc la gratuité de l'eau. Maintenant, comme il l'a dit tout à l'heure, vous savez, la population se développe. C'est un pays qui se développe, Djibouti. Il y a beaucoup de logements qui sont faits, les ports se développent, il y a un centre de quarantaine, il y a une zone franche qui se fait. Maintenant, il n'y a pas que les domestiques qu'il faut alimenter. Il y a tous ces projets-là de développement. Donc, si on s'en tient à cette ressource qui est la nappe, qui est actuellement exploitée ou même surexploitée pour la population djiboutienne, le gouvernement a dit qu'est-ce qu'on fait pour le futur? À ce moment-là, plusieurs études ont été menées. Vous savez, avant d'engager des millions de dollars dans un projet, il faut des études. On a étudié la nappe d'Halle, on a étudié l'interconnexion Éthiopie, il y a le dessalement. Et contrairement à ce que j'ai entendu ici par certaines, juste tout à l'heure pendant la pub, le dessalement, le gouvernement n'a pas abondé le dessalement, mais le dessalement, comme tout le monde le sait, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'argent d'abord. Et monsieur se plaint déjà de 50 000 francs pour l'abonnement. Alors, le dessalement dans tous les pays du monde, ça a un coût. Donc, maintenant, importer d'Éthiopie, ça revient moins cher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a importé l'électricité d'Éthiopie. En fait, c'est une interconnexion, comme vous avez dit. Donc, l'électricité avec de l'Éthiopie a permis maintenant de faire le dessalement. Le projet de dessalement, on a ouvert la semaine dernière les plis pour les marchés, pour que les entreprises soient sélectionnées. Donc, le dessalement se fera. Donc, c'est en cours. En fin de cette année, on commence les travaux de dessalement. L'interconnexion d'Éthiopie, contrairement à ce que j'entends à droite et à gauche, vous savez, vous avez un pays qui est à côté qui regorge d'eau. Vous pouvez l'avoir gracieusement. Comment vous pouvez refuser ça? Deuxième chose, cette eau-là va permettre de développer tout ce qui est activité agro-pastorale, va permettre de développer les villes d'Ali Sabieh, qui actuellement a de l'or une usine de traitement d'ailleurs qui fonctionne. Donc il y a Ali Sabieh, Dikil, Artawea, comment ça s'appelle, Dasbio, Holhol, toutes ces localités vont être alimentées par cette interconnexion. Le dessalement ne les alimentera pas. Et toutes ces régions du Sud auront une activité qui va dépendre de l'eau, qui va se trouver très épanouie. L'agropastoralisme, le développement agricole, les tanneries, tout ce que vous voulez.
Donc ça, c'est une eau gratuite qui est mise à disposition. Et ça, c'est une idée géniale entre deux chefs de gouvernement qui ont décidé de donner l'eau de ce pays-là et c'est une zone qui est octroyée à l'État djiboutien. Donc ça, c'est complémentaire. Donc avec l'Éthiopie ne perçoit rien là-dessus. Non, et c'est une complémentarité avec le dessalement. Le dessalement se fera. Mais l'usine de 22 000 m3 qu'on va mettre en place va juste permettre de combler, arrêter un certain nombre de forages qui sont trop salés, mais n'augmentera pas très sensiblement la production d'eau. Mais quelle est la contrepartie de Djibouti à l'Éthiopie? Il n'y a aucune contrepartie, madame. Aucune. Quelle contrepartie vous voulez? On a une zone qui nous a été allouée, on a mis des forages en place, c'est nous-mêmes qui gérons, c'est Djibouti qui gère, et c'est nous qui est donné par solidarité, c'est deux chefs de gouvernement. Ah, donc c'est de la solidarité, c'est ça? Ils ont accès à nos ports, on a accès à leur eau, et puis c'est l'intégration régionale, madame. Et vous avez une ressource à ce niveau-là, vous allez la refuser. Toute la zone sud va être alimentée. Comment peut-on refuser un projet pareil? Personne n'a parlé de refus, monsieur Arad. En tout cas. Bon, on peut en discuter des projets, en tout cas. La République de Djibouti, si elle a vraiment de l'eau à gogo, comme disent nos camarades, hein, je crois qu'il faut exploiter l'eau que nous avons. C'est pas ce qui est dit, hein. Enfin, c'est pas ce qui a été dit là. Mais il me dit que tout le monde a de l'eau, que chaque foyer djiboutien, ménage a de l'eau, c'est qu'il dit. Vous savez, il y a des tranches de consommation. On parle de domestique, là on parle de gros projets de développement qui doivent être accompagnés. Pour lui, chaque djiboutien a de l'eau. En tout cas, les Djiboutiens aujourd'hui l'entendent. Ils l'entendent, les Djiboutiens, ils sont en Afrique 24 direct. Et moi, je conforme le contraire. Même dans la capitale, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Et lui, il me dit que chaque Djiboutien. Comment il faut pour vivre si vous n'avez pas d'eau? Lui, il ne sait pas comment. Vous vivez sans eau? En tout cas, moi, mon frère, ça me chagrine qu'un Djiboutien n'a pas d'eau. Comment ça se fait? En tout cas, un Djiboutien, à Djibouti, dans la capitale, que sa femme est obligée d'attendre 2 heures du soir. Donc, elle a de l'eau, attendez, finalement. mais 2 heures du soir pour chercher de l'eau à un voisin qui a lui plus loin et qui a le trempage de tuyaux pour que ses enfants puissent se laver, pour qu'elle puisse faire des ménages et pour boire. C'est une réalité que notre camarade ici est en train d'ignorer. Elle existe. Lui, il l'ignore. Je fais ça tous les jours et je suis bien placé pour savoir. Il est en train de me dire que chaque Djiboutien, moi je parle de la capitale, laissons les autres. Je parle de la capitale. Dans la capitale, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors là, on dépasse Vous avez fait part de votre réalité, il a le droit aussi également de faire part de la sienne. En tout cas, et ça me chagrine parce qu'aujourd'hui, je fais de la politique pour que je sois leur porte-voix. C'est pour ça que nous faisons de la politique, pour que les pauvres soient entendus. En tout cas, la politique... Et donc votre opinion sur cette interconnexion avec l'Éthiopie? Pour mon interconnexion, je vais continuer sur ça. Vraiment, interconnexion, si je disais que s'il y a de l'eau à gogo, et que si le dessalement peut se faire d'une manière, dépendre d'un tiers pays, c'est pas ingénieux. On verra en tout cas les conséquences. Et secondo, il me dit, notre collègue me dit... Excusez-moi, juste une précision. Qu'est-ce qui n'est pas ingénieux? Le fait, cette interconnexion avec l'Éthiopie, le fait d'importer, de pouvoir faire venir ces ressources-là à Djibouti? Dépendre, exemple. Il y a des choses. Parce que vous avez parlé du dessalement. Si le dessalement coûte trop cher et que cette eau est octroyée gratuitement, pourquoi dessaler? Dites-nous. La gratuité, il faut le comprendre. Un tiers pays, quand il t'offre de l'eau gratuitement, ce n'est pas ça veut pas dire qu'il n'y a pas des idées derrière. En tout cas, et ils disent que c'est une chose gratuite, c'est bon, c'est avantageux. Disons qu'on verra les conséquences peut-être plus tard, mais disons que c'est faisable. Mais après ça, si c'est gratuit, moi je crois, il a dit quelque chose d'un peu, c'est pour essayer, nous avons de l'eau, chaque ménage a de l'eau, mais c'est pour l'agriculture, me dit mon collègue. Non, j'ai pas dit ça. Attendez, c'est pour aussi l'agriculture. C'est une bonne idée, Mais essayez de voir qu'il a fait allusion à Karta, à Issebie, Damerjoug, la région sud. Donc, Karta n'est pas au sud. Laissons, il n'y a pas de carte. Les régions sud pourront faire des agricultures. Vous savez, un tel projet, mais c'est une source d'inégalité qui est en train de créer. Il y a des régions du nord. Quel est le projet que vous prévoyez? Pourquoi vous mettez les Djiboutiens entre eux
parce que ce sont des projets qui alimentent des méfiances entre les populations, entre les régions. Exactement. Vous pensez que c'est le cas? Exactement, je le pense. Ça le serait? Je le pense parce que, regardez, c'est bien. Mais si c'est gratuit, si c'est pas pour la soif, si c'est pour exemple faire des jardins, pourquoi un pays où il y a plusieurs régions, où il y a des problèmes d'eau, comme au nord et au sud, pourquoi, alors que c'est gratuit, qu'il n'y a pas d'argent à perdre, pourquoi ne pas faire une autre interconnexion au nord aussi? Exemple. Est-ce que c'est faisable ou c'est faisable? Attends, Monsieur attends, Fouad, allez-y, est-ce que c'est répondez. faisable? Bon, on va laisser Voilà, le est-ce monsieur que Fouad c'est faisable répondre. ou c'est pas faisable? Déjà, c'est pas nous qui séparons les Égyptiens entre eux, au contraire. Donc ça prouve simplement qu'il y a un certain nombre d'informations qui vous manquent. Ah oui, Au nord, il y a un projet qui s'appelle également la partie de Bissidourou, où on essaie d'amener de l'eau depuis Bissidourou pour alimenter également toute la partie nord de Djibouti. Quant à la région de Tadjoura, ici, là-bas, nous n'avons pas de problème de ressources, nous sommes en train de développer uniquement le réseau avec le port qui est en train de se faire. C'est un développement au niveau réseau qu'il y a. Les problématiques du sud et du nord du pays ne sont pas pareilles, vous le connaissez très bien. Alors, ce n'est pas la peine de dire des fausses... Oui, on est là, le on sud discute, a c'est un un problème. débat, hein. Oui, le C'est- sud il a un faut analyser le problème. Le sud a un problème de qualité d'eau et de ressources en eau. Et donc toute la partie sud va se développer avec ce projet-là. La partie nord, il y a d'autres projets qui sont en cours et ne souffrent pas de problème de quantité d'eau ni de qualité d'eau, mais les villes se développent comme partout dans tous les pays du monde et il est normal que les forages se développent, il est normal que les réseaux se développent, il est normal qu'on accompagne une population, on accompagne des projets. Les choses ne sont pas figées. Donc quand vous dites qu'un forage peut tomber en panne, un forage peut tomber en panne. Je pas dire le contraire. Il faut les réparer vite. Ça oui. Mais ici on n'est pas. Je ne pense pas que personne ici n'est de mauvaise foi pour laisser crever de soif population, un truc. C'est pas. La réalité est toute différente. La réalité est toute différente. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de gestion, comme vous avez dit, des communautés entre elles, mais personne ne fait la distinction entre sud ou nord. Au contraire, il y a des projets de l'Union européenne, des projets de la BAD. Actuellement, là où je vous parle, on est en train de faire des forages au Bok. Vous savez qu'il y avait le problème des réfugiés des Yéménites. Ce n'est pas avec le forage qu'on avait qu'on allait continuer. Des forages ont été faits, des réactions ont été faites. Mais c'est normal, c'est la vie d'une population, c'est la vie d'un pays. Donc les choses s'accompagnent, on accompagne les choses, mais personne n'est de mauvaise foi pour laisser crever quand même de soif ou juste pour bloquer une Non, vous population dites ou qu'il n'y une a pas maison. de problème de l'eau. Mais je vous parlais de domestiques. Écoutez, si vous avez entendu ce que je dis, je parlais de problèmes. Les domestiques, les consommations de domestiques ne sont pas pareilles. La production à Djibouti est de 47 000 m3 au jour du jour, divisée par la population de Djibouti-Ville. Vous allez voir les ratios qui sortent. C'est mathématique, c'est logique. Maintenant, vous voulez avoir une villa dans une zone balnéaire, vous voulez avoir un jardin, c'est normal. Les gens commencent à s'épanouir, les gens commencent à avoir un niveau de vie important. Ils veulent consommer plus d'eau, avoir des jardins, avoir des manguiers, des bananiers, je ne sais pas. Donc, tous ces besoins-là vont pouvoir être satisfaits avec ce truc-là. En tout cas, je ne mets pas en doute la volonté de chercher de l'eau. Je reconnais qu'il y a plein de forages. C'est qu'ici, je mets en doute, c'est la maintenance des forages qui coûtent cher à notre pays, à notre argent. Il faut la maintenir, il faut qu'il serve aussi à quelque chose. Un forage, oui, il y en a, il faut mettre des canalisations, exemple, dans chaque maison. On le fait. Le problème, c'est que... S'il vous plaît, un mètre cube d'eau, vous savez combien les gens payent un mètre cube d'eau à Djibouti? Ce n'est pas avec le prix du mètre cube que l'ONEAD ou la direction de l'eau fonctionne. Ce n'est pas avec ça. Ça fait longtemps. Les gens, le prix de l'eau est volontairement maintenu très bas. Tout le monde le sait à Djibouti. Donc, avec un prix de l'eau aussi faible, et même les prix au niveau de bornes-fontaines, ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est un prix bas. Et c'est avec les subventions du gouvernement, avec d'autres bailleurs, avec des idées comme ça, l'Union européenne, là-bas, qu'on arrive à avancer. Mais il y a une réalité qui... S'il vous plaît, il y a une réalité. Il y a une autre réalité qui ne fait pas Monsieur ignorer. Arras, s'il vous plaît, Voilà, permettez-moi de poser une Ok. question à Mme Souleymane. Oui. Ce qu'il a soulevé tout à l'heure également, Monsieur Arras, ce n'était pas seulement le problème de l'accès à l'eau, mais que certains foyers avaient accès à l'eau, mais pas durant toute la journée, par exemple, Voilà. durant quelques heures dans la journée. Comment on explique ce phénomène? Non, en également milieu rural, voilà comment ça s'explique. C'est-à-dire que quand c'est solaire, en général, le solaire remplit le réservoir et les gens s'approvisionnent à partir du réservoir. Donc les gens s'approvisionnent en général à partir de quand le réservoir commence, donc quand le soleil a bien chauffé les panneaux et que vraiment le réservoir est plein. Le soir.
pas le soir, mais vers de 10h, 11h, jusqu'à 14h. Mais ce problème, monsieur Arraf, non, je ne parle pas de Balbala, je parle du milieu rural. Justement, Madame Souleymane, donc vous, c'est vrai que vous êtes spécialisée sur les zones spécialisée rurales. sur Donc les peut-être que zones monsieur rurales. Fouad, justement, pourra répondre à cette Je ne sais interrogation. pas si on a déjà répondu à cette question. Balbala, Balbala, ça veut dire, c'est vague, Balbala. Non, mais là, il n'était même pas question de Balbala en particulier. Comme je parle de mais- Balbala, moi je vais vous dire, Balbala, madame, il y a des gens, il y a plusieurs réservoirs à Balbala. D'accord? Il y a des gens des quartiers qui habitent à proximité de réservoirs. Il est logique que ces gens-là aient de l'eau en premier. Vous savez, c'est topographique. Ces gens-là ont de l'eau en premier. Puis ensuite, après, etc., etc. Et vu le nombre de quartiers qu'il y a à Balbala, on ne peut pas alimenter tout le monde en même temps. Voilà. Alors, voilà. Non, mais chaque jour, les gens ont de Il y a l'eau. un moment où il n'y a pas d'eau. Écoutez, même dans les villes, même dans les pays d'Europe, il y a des réservoirs pour ça. Il y a un certain nombre de choses. Vous réservez, vous gardez la nuit, vous utilisez le matin. Mais c'est logique. Et puis le matin et le soir, vous ne consommez pas la même. Les gens dorment le soir. Les gens le matin ils utilisent l'eau. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez qu'on peut alimenter tout le monde le matin pour prendre sa douche? Mais c'est partout pareil, dans toutes les villes du monde. Tous services d'eau qui se respectent en zone urbaine tient compte donc des quartiers, si c'est une zone résidentielle, c'est une zone industrielle. Mais il y a, Malheureusement, nous arrivons déjà au terme de il y a une question cette très partie. importante aussi. Exemple, je sais que puisqu'il est là, exemple. Est-ce que vous m'écoutez, Ah monsieur oui, Arraf? d'accord. Ah, Je suis excusez-moi. en train de dire qu'on va quand même lancer D'accord, le excusez-moi. journal de campagne, parce que D'accord. les téléspectateurs ont également envie de savoir ce qui se passe sur le terrain, ou en tout cas ce qui s'est passé. C'est vrai que la campagne électorale s'arrête ce soir à minuit, mais tout de même, il faut revenir sur les activités qui se sont déroulées durant les derniers jours. Merci, monsieur Fouad, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouvera avec de nouveaux représentants sur ce plateau juste après ce journal de campagne présenté par Wendy M. Valentin Compaoré. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de campagne. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh était en meeting dans le quartier PK13 de la capitale djiboutienne. L'occasion fut belle pour le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle de réitérer son engagement de renforcer le système éducatif et sanitaire. Eladine Ndiaye. Un drapeau avec des initiales du candidat à la présidentielle Ismaël Omar Guelleh a flotté ce mardi 5 avril 2016 au quartier PK13 de Balbala où s'est tenu son 8e meeting de campagne électorale. En course pour la présidentielle du 8 avril 2016 en République de Djibouti avec le slogan « Djibouti avant tout », le leader de l'UMP Ismaël Omar Guelleh a réitéré sa volonté de poursuivre les efforts dans les domaines de la santé et de l'éducation. Nous avons mené d'abord le renforcement des dispositions de nos jeunes à travers une extension de l'éducation au plus grand nombre. Nous avons ensuite institué le principe que la journée de classe soit étendue à l'après-midi, sauf pour les plus petits. Je souscris pleinement au principe rendant obligatoire le fait que nos compatriotes puissent tous bénéficier d'une éducation de base et d'une santé gratuite. Nous avons mené la réforme de la santé à travers la notion de la couverture maladie universelle. C'est une source de satisfaction pour nous d'avoir réussi la réalisation d'une éducation et d'une santé gratuite au profit de notre population. Ces deux secteurs relèvent de besoins primaires et vitaux, indispensables à toutes les populations du monde. Le candidat des Verts à cette élection présidentielle IOG a aussi montré sa conviction en la République de Djibouti. Son patriotisme à être au service de sa population, selon lui, n'est plus à démontrer. Je n'ai jamais manqué de venir en aide à un Djiboutien qui a fait appel à moi. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un sa tribu non plus et je ne compte surtout pas changer maintenant. Je suis toujours prêt à multiplier les initiatives et à redoubler d'imagination en vue d'offrir toujours plus d'opportunités et de moyens à nos compatriotes. Servir nos compatriotes, c'est d'ailleurs tout simplement le sens de toute ma vie. La compassion et la solidarité sont des notions que Dieu m'en a fait don. Je vous remercie d'être venus en si bon nombre et je vous exhorte à aller récupérer vos bulletins de vote afin que notre victoire électorale soit la plus éclatante. Ismaël Omar Guelleh a aussi invité ses militants au retrait de leur carte d'électeur pour que sa victoire soit la plus éclatante au soir du 8 avril 2016. Son dernier meeting est prévu pour ce mercredi 6 avril au stade Hassan Goulet à Djibouti afin de convaincre les indécis. La campagne électorale ici à Djibouti prend fin ce mercredi 6 avril 2016. L'un des candidats de l'Union pour le salut national, Omar Elmi Kayire, s'est rendu dans le quartier Cheikh Moussa de Djibouti. Face à son électorat, il a souhaité une vigilance pour un scrutin crédible. Olive Adjakota.
Omar Elmi Haïré continue de rencontrer les électeurs à 48 heures de la tenue du scrutin présidentiel de 2016. Le candidat de l'Union pour le salut national a tenu un meeting au quartier Cheikh Moussa de Balbala dans la capitale Djibouti. Ici, il a donné des consignes pratiques à l'électorat sur le comportement à adopter le jour du vote. Omar Elmi Haïré a également insisté sur la nécessité de l'avènement d'une nouvelle république dans son pays. Depuis 40 ans, ce régime existe avec une gestion qui ne satisfait pas vos aspirations. Il nous faut passer à une deuxième république. Elle consistera à avoir des institutions fortes et non un régime fort. Je vous promets de ne faire qu'un seul mandat à la tête du pays. Omar Elmi Haïré a également fait passer un message d'espoir pour la jeunesse du quartier Cheikh Moussa, car il promet la création de 40 000 emplois pour les jeunes du pays s'il est élu à la tête de Djibouti. L'égalité hommes et femmes a aussi occupé une place importante dans l'un de ses derniers discours de cette campagne électorale. Pour nous, une femme est égale à un homme. Dès que j'arrive au pouvoir, nous devons donner plus de postes de responsabilité aux femmes. Les chances seront les mêmes pour tout le monde. Je suis partisan de la parité 50% d'hommes et 50% de femmes en se basant sur les compétences de part et d'autre. 5 candidats seront pour la première fois face au président sortant Ismaïl Omar Guelleh pour le scrutin du 8 avril 2016 à Djibouti. Environ 200 000 électeurs devront se rendre dans les urnes pour départager ses prétendants à la magistrature suprême du pays. La lutte contre le chômage, la relance économique de son pays, ce sont autant de priorités pour le candidat Ali Mohamed Tourtour qui brigue pour la deuxième fois la magistrature suprême de son pays. Dans son programme de société, il propose également de réduire le coût de l'électricité pour les couches défavorables. Mokhtar Bari. Ali Mohamed Moussa Tourtour veut une nouvelle gouvernance dans son pays, le Djibouti. Candidat à la présidentielle du 8 avril 2016, ses priorités sont la relance économique, la lutte contre la corruption. Aussi, cet économiste de formation, s'il est élu, misera sur la formation professionnelle pour plus d'emplois pour les jeunes. Les meilleurs conseillers seront des jeunes. Il n'y a que les jeunes qui peuvent exprimer de façon très claire les desiderata de leur classe. C'est une jeunesse désœuvrée, elles sont diplômées, elles n'ont pas d'emploi. Ce sont des Indiens, des Chinois, des Philippins et des Brésiliens qui ont leur place, qui ont leur emploi. La jeunesse djiboutienne aura. Je ferai tout pour que la jeunesse djiboutienne puisse rester sur place. Fustigeant le bilan du président sortant Ismaïl Omar Guelleh, qu'il estime mitigé, s'il est porté à la tête du pays, il renforcera le pouvoir du Parlement et œuvrera pour une séparation des pouvoirs, gage selon lui d'une bonne démocratie. Je vais assainir la culture politique djiboutienne. Je vais remettre sur les rails de nouveau la séparation des 3 pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire qui ont, à mon avis, entre les mains d'un seul homme, M. Ismaïl Omar Guelleh. Je vais rétablir les vrais pouvoirs dans chaque instance politique de l'État. Ali Mohamed Moussa, candidat malheureux à la présidentielle de 1993 face à l'ancien président Hassan Goulé, il briguera pour la deuxième fois la magistrature suprême à Djibouti. Rappelons qu'ils sont 6 candidats à la conquête des quelques 187 000 électeurs ce vendredi 8 avril 2016. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette 12e édition du journal de campagne présenté depuis Djibouti, la capitale de la République de Djibouti. Merci de nous avoir suivis et tout de suite une nouvelle session d'information sur Africa 24.